À la une ce soir, les parents d'élèves du lycée professionnel du Robert tirent la sonnette d'alarme. À quelques jours des épreuves du baccalauréat, les élèves de 2 filières n'ont toujours pas bouclé leur programme. Leur outil d'apprentissage, la cuisine pédagogique, est fermé pour cause de vétusté. Un salon pour les métiers de bouche. Les Martiniquais sont de plus en plus nombreux à tenter l'aventure de la restauration rapide de qualité. Le secteur est porteur chez nous avec une hausse de 20%. Enfin, les habitants du quartier La Bouteau-Robert crient leur ras-le-bol. Ils ne peuvent plus accéder à la Nationale 1 par leur chemin habituel depuis les dernières intempéries. Désormais, ils doivent faire un grand détour et ce pour une durée indéterminée. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons avec la grogne des parents d'élèves du lycée agricole du Robert. À quelques jours des épreuves du baccalauréat professionnel, les élèves de 2 filières n'ont toujours pas pu boucler leur programme. La cuisine pédagogique de l'établissement est fermée pour cause de vétusté. Les travaux de 100 000 € annoncés par la CTM n'ont pas eu lieu et aujourd'hui, il faut trouver des solutions rapides. Voyez ces explications de Sandrine Claude. Les conditions sont-elles réunies pour que les élèves des filières services aux personnes et au territoire passent leurs épreuves de bac pro? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Avec une cuisine pédagogique inutilisable depuis des mois, les 70 élèves concernés n'ont pu bénéficier de certains cours pratiques. Les parents d'élèves craignent des conséquences directes sur les taux de réussite. Psychologiquement, les élèves ne sont pas prêts. Il faut le dire, psychologiquement, les élèves ne sont pas prêts. S'il y a les examens, ce sera des examens en rabais. Ce n'est pas comme d'habitude où on a un taux de réussite assez important au lycée agricole du Robert. On s'attend à la catastrophe cette année. En charge du dossier, la conseillère exécutive Sylvia Saïsoutane avait annoncé en septembre dernier la réhabilitation de la cuisine. Aujourd'hui, elle se dit consciente du désagrément causé. On s'était engagé au niveau de la collectivité pour faire en sorte que la cuisine pédagogique soit réajustée, refaite à Pâques. Sauf que les marchés ont pris du temps à être signés, les bons de commande également. Et malheureusement, on n'a pas pu intervenir à Pâques. Je proposais de retourner vers le principal du collège du Robert III, demander s'il y a une possibilité d'utiliser quand même sa cantine, sa cuisine pédagogique, ou de demander à un restaurateur du coin l'utilisation d'une cuisine. Mais je suis vraiment très contrite de cette situation et je souhaite vraiment que dès la rentrée 2018, nos élèves puissent travailler dans les bonnes conditions. Suite à l'annonce d'une arrivée massive de sargasses sur nos côtes, les parents se disent sceptiques quant à une réouverture du collège Robert III. Contactée par notre équipe, la direction du lycée n'a pas souhaité s'exprimer sur le dossier. Elle regrette toutefois la situation. Autre mobilisation ce matin, celle des professionnels de la mer qui ont défilé dans les rues de la capitale pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Ils attendent toujours d'être indemnisés suite au passage de l'ouragan Maria. De plus, ils regrettent un manque de soutien du gouvernement dans leurs difficultés face aux sargasses. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. Il y a un cyclone qui est passé qui s'appelait Maria. Tous les pêcheurs, voire 80% des marins pêcheurs, ont fait des dossiers pour pouvoir être indemnisés sur ce cyclone. Ça, c'est une première chose. Personne n'a encore touché. Mais on trouve le moyen d'envoyer des sous ailleurs. Je n'ai pas besoin d'énumérer. Ensuite, on nous impose, bien sûr, l'URSSAF. L'URSSAF qui n'est même pas adapté à notre environnement. D'accord ? Nous avons encore des soucis, comme tout le monde le sait, avec la sargasse. D'accord ? La sargasse, beaucoup de pêcheurs ne peuvent pas sortir en mer. Mais on continue à recevoir les charges fixes. Nous avons les contraventions qui sont adressées aux marins pêcheurs sur l'eau parce qu'il y a le système de carnet à remplir par rapport aux pêches. D'accord ? Par rapport. Alors, vous imaginez qu'ici, on nous demande à un marin pêcheur de vider, à chaque fois qu'ils sont en pêche, de faire une déclaration de prise. C'est-à-dire que quand vous prenez 50-60 kilos de poisson, vous êtes obligé de vider votre poisson à terre et de compter combien de barbarins, combien de mérous, combien de sardes, combien. Vous imaginez un pêcheur qui sort déjà de la pêche à énumérer le nombre de poissons qu'il a en capture. Ça, c'est une chose qui est impossible. Et notez qu'à l'issue du défilé, les marins-pêcheurs ont été reçus à la préfecture. Ils sont ressortis de leur entretien plutôt satisfaits, mais annoncent rester sur leur garde.
Social toujours dans le secteur de la santé cette fois-ci. Le collectif Chum-Douvan-Douvan annonce une mobilisation la semaine prochaine. Le personnel hospitalier veut désormais passer à l'action pour obtenir les 50 millions d'euros manquants pour acheter du matériel, des couches et autres nécessaires aux soins. 5 mois après la prise en main du CHU par 3 membres de l'inspection générale des affaires sociales, aucune avancée significative n'a été observée. En bref, macabre découverte ce midi à la Pointe de la Vierge à Fort-de-France. Un corps a été découvert dans l'eau par des passants. Selon les constatations, il s'agirait d'un homme d'une trentaine d'années, mais aucun élément ne permet de l'identifier pour l'instant. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort. 6e jour du procès de Kevin Dour. Aujourd'hui, le principal accusé dans l'affaire de trafic de drogue a pu s'exprimer sur son parcours personnel et professionnel. Le Joséphin de 32 ans est titulaire d'une licence de droit. Il a une compagne et est propriétaire d'au moins 3 sociétés, dont une basée en France et 2 à Dubaï. Il est revenu sur ses conditions de détention qu'il a jugées dignes de celles d'un terroriste. Pour rappel, Kevin Dour est accusé d'être le cerveau d'un trafic de drogue international et il risque la perpétuité. Vous l'avez sans doute constaté, les nouveaux concepts de restauration rapide fleurissent en Martinique. Le marché est porteur, plus 20%. C'est à ces nouveaux chefs d'entreprise qui était dédiée la 3e édition du salon des cafés, hôtels et restaurants organisé aujourd'hui à la Batelière. Ils sont environ 2000 chez nous en Martinique. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et Michelet François. Quelques minutes avant l'arrivée des premiers clients, on peaufine le montage des derniers millefeuilles. Il y a 6 mois, Charles, pâtissier de formation, fait le pari d'implanter un tout nouveau concept de restauration chez nous. J'ai vu cet engouement qu'il y avait pour cette offre de petit déjeuner, des brunchs et de possibilité de manger de la petite restauration saine, de qualité tout au long de la journée. Et en Martinique, on n'avait pas ça. Je me suis dit que ça serait dommage de passer à côté. C'était une opportunité pour moi de revenir au pays, de lancer un petit peu cette offre vis-à-vis de la clientèle martiniquaise qui voyage de plus en plus et qui a, que ce soit à New York, à Paris ou dans d'autres capitales européennes, accès à ce genre de produits. Des produits frais, authentiques, faits maison, mais remis au goût du jour. On a la possibilité d'avoir le Wi-Fi, de recharger son portable, son ordinateur et en même temps d'avoir une petite ambiance agréable. On fait notre chocolat à maison qui est la recette de chocolat de première communion de ma grand-mère. Parmi les viennoiseries, on propose de la pomme cannelle, donc on essaie d'incorporer au maximum des produits aussi locaux avec une approche peut-être un peu plus européenne de ce concept de brunch. Et jusqu'à présent, on n'a pas à se plaindre parce qu'on a une super réponse de la part du public. Comme lui, ils sont aujourd'hui nombreux à surfer sur de nouveaux modes de consommation. Au salon des professionnels du secteur, Philippe, lui, est venu présenter ses nouveautés. Vous avez de la tomate en rondelles, vous avez des salades de fruits individuelles ou des salades de fruits qui sont vendues au kilo. Et vous avez aussi des oignons en rondelles et un produit que nous lançons, c'est des petites barquettes de salades toutes préparées. Il y a 6 ans, il se lance dans le conditionnement et la vente sous vide de fruits et légumes locaux, des produits qu'il vend très vite à la restauration rapide et à la grande distribution. Les circuits sont très courts, les produits sont bien moins chers et la qualité est toujours au rendez-vous. C'était un pari qui était très compliqué et qu'on est en passe de réussir et je suis plutôt satisfait de voir que la clientèle est là, elle suit et les clients, comme je dis toujours, acheter une fois c'est facile mais quand on rachète plusieurs fois c'est que le produit est bon. Depuis quelques années, ces nouveaux concepts fleurissent chez nous en parallèle de la restauration classique. On a tout ce qui va être dans la tendance, autour de la bistronomie, autour de la slow food, autour on va dire de l'excellence, du premium. Il y a une demande concrète puisque le public et les clients sont friands de nouveautés, friands de concepts accueillants, rapides, efficaces, avec du service de qualité. On compte environ 1000 restaurateurs en Martinique. Le secteur est en plein essor. La restauration rapide représente aujourd'hui un quart des entreprises. La 5e édition du Forum Bonne-Lanmay ouvrira ses portes au grand public du 6 au 8 juin prochain. Un rendez-vous qui se présente comme un temps de réflexion pour une meilleure gestion du littoral. Et pour en parler, nous recevons le directeur de l'Agence des 50 pas géométriques, Hervé Emonide. Bonsoir à vous.
Bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler du forum, faisons un point sur la procédure des 50 pas géométriques. Il est encore temps pour les Martiniquais concernés de se mettre en règle. Où on en est aujourd'hui? Il est encore temps, effectivement, puisque la réglementation prévoit que jusqu'au 1er janvier 2020, les occupants régularisables sur les 50 pas géométriques ont la possibilité de nous déposer un dossier pour pouvoir devenir propriétaires du sol qu'ils occupent. Est-ce que globalement les Martiniquais jouent le jeu? J'aurais tendance à dire qu'ils ne le jouent pas assez vite ou dans les temps, puisque successivement, le législateur a eu tendance à reculer non seulement la durée de vie de l'agence des 50 pas, mais aussi le dispositif de régularisation, s'apercevant que le rythme des demandes ne suivait pas. Nous avons effectué un petit calcul. Au rythme où on évolue aujourd'hui, il faudra bien attendre une dizaine d'années pour pouvoir aboutir à la régularisation de la totalité de ceux qui sont régularisables. D'accord. Alors que l'on comprenne bien, que risque-t-on si on ne se met pas en règle dans la situation des 50 pas géométriques? Très simplement, vous occupez un terrain qui ne vous appartient pas, vous n'êtes pas propriétaire du sol, donc pas de possibilité de transmettre votre bien, et vous êtes en infraction par rapport aux lois et règles, puisque vous occupez un domaine qui est en théorie inaliénable et imprescriptible. Et ça concerne combien de personnes en Martinique? Alors, on a des instruments qui nous permettent d'estimer, je ne vais pas vous donner des chiffres précis à l'unité près, grosso modo, ce qu'il faut retenir, 15 000 occupants régularisables. Sur ces 15 000 foyers, nous en avons régularisé à peu près 10 000. Il reste 5 000 foyers pour lesquels il faut rentrer dans ce processus de régularisation. Et puis 1000 nouveaux occupants qui sont, eux, identifiés comme non régularisables parce qu'installés après 1996 sur le domaine des 50 pas. D'accord. Alors, quels sont les avantages? Enfin, à quoi ça sert de se régulariser? Est-ce qu'ils obtiendront automatiquement le titre de propriété, même s'ils sont dans la mauvaise zone? Ah non. Il y a un certain nombre de critères qu'il faut respecter. D'abord, occuper, avoir construit avant 1995. Ensuite, être dans des zones U et UD des 50 pas géométriques. U, ce sont des zones urbaines et d'urbanisation diffuse. Ces zones ont été délimitées par arrêté préfectoral sur l'ensemble du périmètre de la Martinique. Donc il faut se rapprocher de sa commune pour savoir tout ça, c'est ça? Oui, l'agence est guichet unique depuis 2010, donc une seule adresse, l'agence des 50 pas géométriques, pour pouvoir obtenir cette régularisation. Très bien. Alors maintenant on va parler du forum Baudelain-May. Expliquez-nous l'objectif exact de ce forum. Alors oui, l'objectif de ce forum. Les agences des 50 pas, puisqu'il y en a une en Guadeloupe, ont deux missions principales. La première, qui est de régulariser les occupants, et la deuxième, de procéder à des travaux d'aménagement sur les 50 pas géométriques, puisqu'on constate, ce sont en général des zones habitées qui sont situées dans des écarts, qui souffrent de défauts d'équipement, comme de la voirie, de l'assainissement inexistant, des manques de dessertes en électricité, des zones inondables, j'en passe et des meilleurs, et sur lesquels il faut pouvoir intervenir, il faut pouvoir mobiliser des moyens spécifiques financiers pour pouvoir intervenir et rattraper le niveau d'équipement par rapport au reste du territoire martiniquais. La loi de 2015 a prévu le transfert du domaine des 50 pas géométriques, le transfert des zones régularisables, les zones urbaines, à la CTM. Ce transfert, pour préparer ce transfert, nous sommes rentrés dans une réflexion avec la CTM et l'État. Nous avons donc même engagé un bureau d'études pour nous accompagner dans cette réflexion, pour pouvoir aboutir à l'élaboration de documents stratégiques qui va traiter de tous les aspects de gouvernance de 50 pas géométriques. Et il est prévu, donc, de par la loi, que durant l'élaboration de ce document stratégique, il y a un moment de concertation avec les élus du littoral et avec les personnes qualifiées. Donc, nous avons profité, l'agence organise tous les 2 ans ce forum, et le 5e a été l'occasion de pouvoir prendre place et de procéder à cette concertation préalable. Alors, pour le grand public, il y aura un village expo.
les 7 et 8 juin prochains. Quel sera son contenu? Alors nous avons divers exposants qui sont, et la CTM aura un stand, l'Office de l'eau, on va retrouver les communautés d'agglomération. Tous les acteurs littoraux vont pouvoir exposer leur activité et recevoir le public. Le forum est organisé en deux pôles. Il y a effectivement cet espace exposition, mais surtout il y a pendant les 4 demi-journées de jeudi et de vendredi, il y a des espaces de réflexion qui vont se dérouler en salle, en plénière, où nous allons débattre, recevoir des spécialistes des sujets que nous avons à traiter, de façon à pouvoir échanger et surtout concerter sur ce changement de gouvernance, sur les outils à mettre en place, sur les dispositifs à mettre en place et la vision d'avenir qu'ont les élus et les intervenants du littoral. Très bien. Rappelez-nous le lieu du grand rendez-vous. Alors, 6 au 8 juin. Alors le 6, nous organisons une visite de Pointe-Chaudière au Vauclin, qui est un quartier littoral isolé, qui présente les caractéristiques qu'on retrouve dans n'importe quel quartier. Enfin, les principales caractéristiques, on va le visiter accompagné de ceux qui vont pouvoir participer aux 4 demi-journées de débat jeudi et vendredi à Madiana. Très bien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis on rappelle que le rendez-vous pour le grand public, c'est 7 et 8 juin prochain à Madiana. Absolument. Merci à vous. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous ferons le point sur la saison touristique qui s'est achevée aux Antilles. La Guadeloupe s'en est plutôt bien sortie, vous le verrez. Les médecins guyanais, plus que jamais mobilisés, ils menacent de démissionner dans 29 jours s'ils n'obtenaient pas de garantie du gouvernement sur leurs conditions de travail. Et puis, en sport, nous reviendrons entre autres sur la domination de Livan Luchel lors de la course de côte moto à Sainte-Marie. Je vous le disais, partons tout de suite en Guadeloupe où, comme chez nous, la saison touristique est terminée. L'île qui a été moins touchée que ses voisins de Saint-Martin par les ravages du cyclone s'en sort plutôt bien. Voyez les précisions de Linda Kaersi. Si notre saison touristique a fortement été impactée par l'échouage de sargasses du côté de Sainte-Anne, les avis des professionnels divergent. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les pouvoirs publics minimisent ce type de problème, mais c'est un très gros problème pour la Guadeloupe et pour le tourisme. Parce que bon, on a reculé sur le chiffre d'affaires d'environ 60 à 70%. La première chose que les gens demandent, est-ce que vous êtes impacté par les algues ou pas? Nous, d'ici, parce que j'ai des logements qui sont sur du rivage, en hauteur, l'odeur sort de là-bas et va directement au logement. Bon, après, là, on n'a pas beaucoup de flux parce que bon, c'est la basse saison. Bonne saison, beaucoup d'affluence, beaucoup de clients, beaucoup plus que l'année dernière. Enfin, c'est le ressenti de pas mal de commerçants, en fait. Même constat du côté de Déhay pour ce spécialiste d'activité nautique qui a observé cette année une croissance de la fréquentation touristique. Cette année, par rapport à l'année dernière, le mois d'avril et de mai ont été plutôt bons. Par rapport à l'année dernière, c'était un petit peu en dents de scie. Ça veut dire qu'il y a des jours où il y avait beaucoup de monde, des jours où il y en avait moins par rapport à l'affluence sur la plage et mes locations. Et du coup, c'était plutôt positif parce que du coup, ça s'est tiré assez longtemps. D'habitude, mi-mai ou début mai, on commence à avoir beaucoup moins de monde. Cette année, ça a duré un petit peu plus longtemps. On a travaillé jusqu'à fin mai. Et la plage était bondée jusqu'à fin mai, donc c'était plutôt bien. Et je pense que ça joue par rapport aux sargasses, parce que de l'autre côté, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de sargasses. Nous, on en a eu très peu ou même pas du tout. Donc du coup, on a bien travaillé et c'était plutôt positif. On espère que ça va durer. Malgré donc ces nombreuses invasions régulières d'algues sargasses sur nos plages, l'activité touristique s'est toutefois maintenue, permettant ainsi à ces professionnels de garder le rythme en dépit d'une saison plutôt mitigée. Une saison qui s'achève, une autre qui commence. La saison cyclonique a débuté officiellement vendredi dernier. Un premier phénomène, Alberto, a déjà causé la mort de 7 personnes à Cuba. Alors, à quoi doit-on s'attendre cette année? Voyez les éléments de réponse de Linda Kaersi. L'Agence américaine océanique et atmosphérique estime que l'année 2018 devrait être ni extrêmement active ni anormalement faible. Dans le détail, d'après les publications de l'agence américaine, une quinzaine de tempêtes pourraient se former cette saison en Atlantique Nord, contre 12 en moyenne sur les 30 dernières années. Parmi elles, 5 à 9 pourraient prendre la forme d'ouragans et 1 à 4 seraient majeurs. Officiellement, la saison cyclonique a débuté le 1er juin, mais comme souvent des phénomènes peuvent se former avant ces dates. Cette année, le premier phénomène a vu le jour le week-end du 26 mai. Alberto, la première tempête tropicale, a fait plusieurs morts et causé de nombreux dégâts à Cuba.
L'Agence américaine océanique et atmosphérique mettra à jour les perspectives saisonnières de l'Atlantique pour 2018 au début du mois d'août, juste avant le pic de la saison. 29 jours, c'est le délai annoncé par les médecins urgentistes de Guyane avant de déposer leur démission du centre hospitalier André Rosemont. 2 des 17 agents sont déjà passés à l'action. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et un manque d'effectifs dangereux. Un plan d'urgence a été annoncé par l'hôpital et l'ARS. Voyez ces explications de Pierre Trifou. En un mois, on juge que les discussions actuelles sont à un stade beaucoup trop léger, avec un simple saupoudrage pour le court terme, pour le mois de juin, pour le planning, pour seulement boucher les trous. Mais finalement, on attend beaucoup plus de l'administration, qu'elle s'engage pour des réelles mesures concrètes et pérennes pour la prise en charge des patients guyanais. Il faut que la direction ait conscience que nous sommes unis, nous sommes solidaires et que s'il le faut, on ira au bout pour dénoncer réellement les conditions dégradées de prise en charge pour les patients aux urgences et que nous, on est vraiment dans une situation de double contrainte entre ce qu'on aimerait faire pour les patients et l'absence de soutien et de projet qu'on ne voit pas avancer aux yeux de la direction. On aurait aimé être reçu beaucoup plus tôt, être considéré comme crédible et légitime beaucoup plus tôt. Malheureusement, on subit aussi les rendez-vous qu'on nous donne. On discute entre nous pour voir comment faire éventuellement monter la pression et que la population comprenne encore mieux notre mouvement et participe, pourquoi pas avec nous, à une vraie réflexion autour du projet de l'hôpital, du projet des urgences et d'un vrai projet de santé pour la Guyane. Connaissez-vous les chatbots? D'ici 2020, 80% des entreprises seront équipées de ces programmes qui automatisent les conversations et assurent aux enseignes une présence efficace sur Internet. S'ils sont déjà très utilisés par les grandes marques, les chatbots peuvent s'avérer intéressants aussi pour le développement digital des petites et moyennes entreprises. Une conférence se tiendra demain à 18h30 au Palais des Congrès de Madiana sur le sujet, à l'initiative de la Factory Complet, le premier centre de formation spécialisé en digital aux Antilles-Guyane. Voyez les précisions recueillies par Karil Chassol. Concrètement, quand j'ai une question, plutôt qu'appeler au téléphone, je peux directement aller sur la page Facebook de la marque, poser ma question en langage naturel, comme nous échangeons actuellement, et avoir une réponse automatique immédiatement. L'intérêt, c'est notamment pour les TPE, les PME, je sais qu'il y en a beaucoup ici, ça leur permet de rentrer tout de suite dans la digitalisation et de pouvoir apporter un meilleur service à leurs clients, à leurs futurs clients, en ayant un petit peu comme un salarié supplémentaire qui est là pour répondre aux questions, pour générer du business supplémentaire très facilement. La conférence demain s'adresse aussi bien à des grands comptes, des directeurs marketing, mais aussi à des TPE, des PME qui ont des problématiques de relations clients, qui ont des problématiques de voilà, j'aimerais générer plus de business, et pas forcément à des personnes qui ont des compétences techniques, parce que la beauté de notre technologie, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir développer, pas besoin d'être informaticien, il suffit juste grosso modo de savoir lire et écrire, et puis vous pouvez créer un chatbot. Complet sur la place depuis 2 ans, et oui, on a trouvé vraiment écho en termes d'accompagnement sur des stratégies de communication digitale, des transformations digitales des process en interne, et on lance depuis donc mars la Factory, qui est le centre de formation, parce qu'on avait énormément de demandes sur la formation des hommes et des femmes en entreprise, et également de la formation continue de particuliers. Et donc voilà, donc c'est vraiment une réponse à un besoin, et maintenant on peut délivrer. Place au sport avec un retour comme chaque lundi sur les manifestations qui ont marqué le week-end. La 26e et dernière journée du championnat de Régional 1 en football. Au menu également du cyclisme et le sacre de Michael Stanislas au championnat de Martinique sur route, ou encore la domination de l'Ivan Luchel lors de la course de côte moto à Sainte-Marie. Retour sur un week-end de sport avec Karil Chassol, Loïc Régis et Louis Sabas. L'Aïol était à Chelcher hier à l'occasion de la 6e journée du championnat. La première course est revenue à UFR Chamflore et la seconde à Rosette Orange. À l'issue de cette 6e journée, UFR Chamflore reprend les commandes du classement général devant Zapeti La Paluzza et Rosette Orange. En moto, la domination de l'Ivan Luchel se poursuit. Il a remporté la 3e manche du championnat de course de côte hier à Sainte-Marie. Il se place aux 2 premières places en catégorie 125-250 cm3 et super motard.
Au général, Livan Luchel devance Jean-François Mélézan et Philippe Duféal. On reste sur l'asphalte. En cyclisme, Michael Stanislas, sacré champion de Martinique sur route. L'UCS a réalisé un triplé au sommet de Mont-l'Enfer avec Ismaël Denara et Émile Demazy. En judo, la Martinique remporte le tournoi Antilles-Guyane. Nos judokas se sont montrés les meilleurs avec 1370 points devant la Guadeloupe, 730 points et la Guyane, 250 points. Le tournoi Antilles-Guyane aura lieu dans l'île Sœur l'an prochain. Sport collectif en football, fin de la saison en Régional 1. L'intérêt de cette 26e journée, c'est de savoir qui accompagnerait le club franciscain, champion pour la 16e fois, ainsi que le Golden Lion et le club colonial en Coupe Mutuelle Margaillard la saison prochaine. Et c'est la Samaritaine, vainqueur de l'Aiglon, qui est l'heureux élu. Le CS Casse-Pilote, la JS Eucalyptus et le Good Luck descendent en R2. Ils seront remplacés en R1 la saison prochaine par l'US Robert, champion de R2, le RC Lorrain et l'Assou. En basket masculin, le Golden Lion, vice-champion de France de National 3. En finale, les Joséphins ont été battus par ex-Vénel 51-39. Chez les filles, la Gauloise termine 4e du tournoi. Sport toujours en bref, début aujourd'hui des finales ultramarines de handball à la Halle Carpentier à Paris. Nos représentantes féminines ont donné le ton avec une bonne entrée en matière. L'Arsenal du Robert a battu Comabini 27-13. Bonne prestation également au masculin puisque l'Étoile de Gondo s'est imposée face à la Guyane 27-23. ATV toujours dans la proximité, nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène au Robert avec le ras-le-bol des riverains du quartier La Bouteau. Depuis les dernières intempéries qui remontent au mois dernier, il leur est impossible d'accéder à la Nationale 1 par leur chemin habituel. La voie d'accès a été barrée par la municipalité pour risque d'affaissement de la chaussée. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regarde. Jean Labouteau, qui a vrai pied, il dit situation ne peut pas continuer encore pas d'avril. Depuis 16 mai, après Gros de Loa, la mairie mettait ces pontards là, ils mettaient des bises qui empêchaient toute l'auto passer ici. Alors la population se dit très embêtée car elle est obligée de faire un long détour en passant par l'entrée de Canel. Urbain est un résident du quartier voisin. Chaque jour, pour faire ses jobs de jardinage, il se voit contraint de traverser sur le petit pont qui conduit à la Bouteau. La route est classée en départemental à cet endroit. Quand vous allez faire un petit job, vous prendre bouette là. Non, mais à bon l'auto, ça fatigue. Là où il vient, le travail là, on va fatiguer. Qui sont happés faire encore. Depuis le 16 mai dernier, suite aux fortes pluies, la mairie a dû condamner le pont après avoir constaté un sérieux risque d'affaissement. Du coup, les habitants de Bouteau, le quartier domine la RN1, se voient contraints de faire une longue déviation. C'est un point qui accède à plusieurs endroits et c'est difficile d'accéder. On est obligé de faire le tour pour pouvoir accéder. Eh bien, je crois que ça fait plus d'un mois et demi, ça dure. Bon, on est bien aimé avoir une solution, qu'on trouve une solution. La route étant en classement départemental, dès lors, on peut tout de suite penser qu'il appartient à la CTM d'effectuer les travaux. La voie d'accès la plus dangereuse, c'est en appointant l'autre passerelle, Canel, où la route est étroite. Il faut pratiquement qu'une voiture s'arrête pour laisser passer d'autres voitures. Et d'autre part, il y a des camions qui passent, ce qui est très dangereux. De bonnes sources, nous avons appris que la collectivité majeure de Martinique voudrait que la municipalité du Robert reconstruise l'ouvrage. Serait-on face à un bras de fer? Une chose est sûre, c'est que la CTM a déjà dans ses projets l'élargissement en 2 fois 2 voies de la RN1 à quelques mètres seulement du pont. Dès lors, on peut mesurer l'ampleur du problème. En attendant, la population de ce quartier n'a d'autre alternative que prendre son mal en patience. Nous avons tenté vainement de joindre M. le maire par téléphone. Il n'a pas pu répondre à nos questions. Mais d'après les renseignements pris, la mairie du Robert a contacté déjà la CTM lui demandant l'installation d'un pont bêlé à cet endroit. Pour l'instant, toujours pas de réponse.
Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à midi devant le Crédit Agricole de Sainte-Marie. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda-Ketman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. A tout de suite.